Les affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie continuent de s'intensifier au Haut-Karabakh sur fond de différends historiques. Les deux pays se rejettent la responsabilité de ce nouvel embrasement. Les combats ont fait des morts de part et d'autre parmi les soldats et les civils. L'an dernier, les deux camps étaient d'accord pour prendre, je cite, des mesures concrètes pour préparer les populations à la paix. Mais ces 2 dernières semaines ont représenté la plus longue période de violence dans la région depuis 30 ans. Et cette fois, le conflit implique d'autres pays, ce qui fait craindre qu'il ne s'étende à l'échelle régionale. Quelles sont les intentions de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie? Combien de temps dureront les hostilités? Jusqu'où iront-elles et à quel prix? Alors que la communauté internationale multiplie les appels à un cessez-le-feu, que faudrait-il pour rétablir la paix? Et est-ce encore possible? Euronews a invité les 2 dirigeants à participer à une émission spéciale. Ils ont accepté d'évoquer leur stratégie en parallèle. Nous avons donc posé ces mêmes questions au Premier ministre de l'Arménie et au président de l'Azerbaïdjan. Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, est avec nous. Merci pour cette interview. La pression internationale a été forte et répétée afin d'obtenir un cessez-le-feu et d'apaiser les tensions. Les combats se poursuivent, voire s'intensifient. Quel est votre objectif dans le conflit actuel? Le cessez-le-feu ne peut être obtenu unilatéralement. Ce doit être une décision bilatérale. Et il doit également être mis en œuvre sur le terrain. Comme vous le savez, l'Arménie nous a attaqués le 27 septembre en visant nos positions militaires, en endommageant nos infrastructures et en attaquant les civils. À ce jour, nous avons près de 30 civils tués à la suite d'une attaque arménienne, avec missiles balistiques et bombes à fragmentation. Nous avons contre-attaqué avec succès. Nous avons réussi à libérer une partie des territoires occupés et notre principal objectif est de restaurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. L'Arménie doit nous donner un calendrier de retrait de ses troupes des territoires occupés. Et ce calendrier doit être approuvé par les coprésidents du groupe de Minsk, les pays qui sont médiateurs, et après cela, je pense que l'effort doit être imposé pour obtenir le cessez-le-feu. Les pays que vous citez ont demandé à plusieurs reprises un cessez-le-feu. Pourquoi n'intervient-il pas maintenant? Pourquoi ne faites-vous pas pression pour qu'il se produise immédiatement? Parce que nous avons fait l'objet d'attaques répétées. Au cours des 3 derniers mois, il y a eu 3 attaques contre l'Azerbaïdjan. La première, c'était en juillet, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, loin de la région du Haut-Karabakh. Et le but de l'Arménie était d'occuper de nouveaux territoires en Azerbaïdjan, mais ils n'y sont pas parvenus. Notre armée les a vaincus. Puis, le 23 août, ils ont envoyé un groupe de saboteurs pour commettre des actes de terrorisme contre nos civils et nos militaires. Ce fut également un échec pour eux, car le chef du groupe de saboteurs a été arrêté, et il témoigne exactement de ce que je dis. Et fin septembre, ils ont lancé une attaque massive contre nos villages et nos villes. Je peux vous dire qu'à ce jour, nous avons près de 900 maisons totalement démolies ou endommagées et de nombreux blessés et victimes parmi les civils. Et maintenant que l'Arménie subit une défaite amère, ils plaident pour un cessez-le-feu. Ils ont eux-mêmes violé les cessez-le-feu. Ils ignorent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigent le retrait total, complet, immédiat et inconditionnel des troupes arméniennes. Ils veulent maintenir le statu quo. Et les coprésidents du groupe de Minsk, les États-Unis, la Russie et la France, leurs présidents, ont à plusieurs reprises déclaré que le statu quo est inacceptable. L'Arménie a ignoré cela. Mais maintenant, l'Azerbaïdjan lui-même change le statu quo. Et je pense que ce sera un pas important vers une résolution rapide du conflit. Monsieur le Président, des civils ont été tués des 2 côtés. Comment conciliez-vous cela avec vos objectifs? Bien sûr, nous regrettons que des civils soient tués, mais évidemment, nous n'étions pas à l'origine de cette attaque.
puisque la toute première chose qu'ils ont faite le matin du 27 septembre, c'est d'attaquer nos villes et nos villages, et nous avons dû réagir. Mais notre réponse a principalement et surtout visé leurs positions militaires, leurs chars et leurs pièces d'artillerie. Et ce que nous faisons sur le champ de bataille est disponible sur Internet. Nos drones et nos autres équipements n'ont démoli que des objectifs militaires sur les territoires occupés. Malheureusement, l'Arménie utilise des civils pour avoir davantage de personnes sur le terrain, car la situation démographique est très mauvaise. Et nous avons des vidéos de civils qui se trouvent juste à côté de canons. Et bien sûr, l'Arménie pourrait dire, désolé de vous interrompre, Monsieur le Président, que des civils de son côté ont été tués dans ces combats. Et l'Arménie pourrait aussi contester la raison pour laquelle le 27 septembre, cette violence a repris. Permettez-moi de vous parler d'une promesse faite l'année dernière par votre ministre des Affaires étrangères, selon laquelle il est nécessaire de prendre des mesures concrètes pour préparer les populations à la paix. Ce que nous constatons aujourd'hui est tout le contraire. Comment essayez-vous de limiter les souffrances des civils ? Vous savez, nous ne sommes pas responsables de cette explosion de violence. Comme je l'ai dit, nous avons fait l'objet d'une attaque physique de l'armée arménienne qui se trouve dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Et de plus, le régime arménien actuel a tout fait pour détruire le processus de négociation. Il y a exactement un an, le Premier ministre arménien, lors d'un rassemblement dans la zone occupée de l'Azerbaïdjan, a déclaré que le Karabakh était arménien. Et cette déclaration a en fait détruit le processus de négociation, parce que les principes qui sont sur la table et qui constituent la base d'un règlement du conflit exigent la restitution à l'Azerbaïdjan des territoires occupés. Et quand le Premier ministre arménien dit qu'il n'y aura pas un centimètre de terre à redonner à l'Azerbaïdjan, quand il dit que le Karabakh est l'Arménie, quand ils ont organisé l'installation illégale de personnes étrangères dans les territoires occupés, ce qui est une violation brutale de la Convention de Genève, ils détruisent le processus de négociation. Ensuite, pour nous en faire porter la responsabilité, ils nous attaquent à 3 reprises, en juillet, août et septembre. Et quand nous avons le dessus sur eux sur le champ de bataille, ils lancent des appels au monde entier pour dire « Arrêtez l'Azerbaïdjan !» Nous voulons arrêter, mais nous voulons que l'occupation cesse. C'est pourquoi le message principal devrait être adressé à l'Arménie. Nous ne sommes pas sur le territoire arménien, nous sommes sur notre terre depuis 27 ans. Une chose que l'Arménie dit, c'est que la Turquie exerce ici une influence assez forte, notamment en fournissant de l'aide militaire. Dans quelle mesure diriez-vous que la Turquie accélère les choses et pousse votre pays à agir ainsi dans ce conflit ? C'est une information totalement fausse. La Turquie est pour nous un allié, un partenaire et un pays frère puissant. Et bien sûr, leurs déclarations reflètent leur position et nous sommes très reconnaissants du soutien du gouvernement turc, du président turc, du peuple turc. Mais la Turquie n'est impliquée d'aucune autre manière dans ce conflit. L'Arménie, en livrant une telle infox aux médias, veut diminuer la capacité de l'armée azerbaïdjanaise. Nous nous battons seuls. Certes, nous avons acheté des armes à la Turquie, mais pas seulement. Notre principal fournisseur d'armes n'est pas la Turquie, et probablement tout le monde le sait. Donc le fait que nous achetions du matériel turc de pointe, y compris des drones de combat, ne devrait poser de problème à quiconque, car l'Arménie reçoit des armes gratuitement. Nous les payons, et l'Arménie, elle, les reçoit gratuitement. La Turquie n'est pas... Poursuivons sur les armes et les combats. La diplomatie est-elle encore une option ? Allez-vous vous asseoir autour d'une table et discuter avec le Premier ministre arménien pour trouver une autre issue à ce conflit ? Je peux vous dire que pendant mon mandat de président, j'ai peut-être eu des dizaines d'entretiens avec 2 anciens présidents arméniens et l'actuel Premier ministre. Et au cours de ces discussions, nous avons fait des progrès substantiels à la table des négociations. Nous avons élaboré les principes qui servent aujourd'hui de base au règlement du conflit. Et nous avons été constructifs.
Les négociations se déroulent depuis 1992. Vous imaginez, depuis presque 30 ans. Et nous vivions avec des espoirs. Les médiateurs nous disaient que nous devions attendre un peu, qu'il y aurait des approches plus constructives du côté arménien. Mais lorsque ce Premier ministre est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État il y a 2 ans, il a complètement détruit le processus de négociation. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à de nombreuses reprises, mais ces réunions sont absolument insensées. Et il m'a dit qu'il n'allait pas rendre les territoires. Ils m'ont dit que le Haut-Karabakh doit être, adapté à l'Arménie. Cette exigence est donc absolument inacceptable pour moi et également inacceptable pour les médiateurs. Le gouvernement arménien devrait changer de position, s'abstenir d'adopter une position jusqu'au boutiste, cesser de dire que le Karabakh est l'Arménie parce que ce n'est pas vrai et que cela détruit le processus de négociation. Et bien sûr, nous retournons à la table des négociations. D'ailleurs, demain, notre ministre des Affaires étrangères sera à Genève pour rencontrer les ambassadeurs du groupe de Minsk. Et pour autant que je sache, le ministre arménien des Affaires étrangères était censé s'y rendre au début du mois. Mais il n'en a pas tenu compte, il n'est pas venu. Notre ministre des Affaires étrangères, lui, était là. Cela montre bien qui souhaite négocier et qui ne fait que lancer des accusations contre l'Azerbaïdjan. Monsieur le Président Aliyev, merci d'avoir participé à cette émission spéciale sur Euronews. Merci de nous avoir accordé du temps. Nous sommes à présent avec le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian. Monsieur le Premier ministre, les Nations Unies, le groupe de Minsk, l'Union européenne, tous ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Pourtant, les affrontements continuent. Pouvez-vous nous expliquer quel objectif vous voulez atteindre dans ce conflit ? Vous voyez, ce qu'il y a de plus important, c'est que nous avons salué le fait que la communauté internationale et le groupe de Minsk de l'OSCE reconnaissent ce qui est en train de se passer. Nous avons salué les déclarations du groupe de Minsk de l'OSCE, ses coprésidents, les États, leurs présidents et leurs ministres des Affaires étrangères. La Turquie a annoncé que l'Azerbaïdjan ne devait pas mettre fin aux hostilités et l'Azerbaïdjan est essentiellement resté sur les lignes directrices que la Turquie lui a données. Et la déclaration aujourd'hui du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères confirme cet état de fait. Il faut avoir en tête qu'il y a des groupes terroristes qui se battent du côté azerbaïdjanais, qu'ils sont impliqués dans les hostilités et qu'ils sont recrutés et acheminés dans la zone de conflit par la Turquie. Il y a aussi le fait que les Arméniens au Haut-Karabakh, au moment même où je vous parle, risquent leur vie parce que toutes les villes et tous les villages sont frappés sans cesse par des roquettes et des missiles, y compris la capitale, Stepanakert. Je crois que la communauté internationale, dans ce contexte, devrait agir de manière décisive dès maintenant et reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Le ministre de la Défense azerbaïdjanais a dit que vos forces pilonnaient plusieurs villes de son pays. Il faut rappeler qu'il y a des victimes civiles dans les deux camps. Mais j'aimerais comprendre, cherchez-vous la paix ? Absolument. L'armée de défense du Haut-Karabakh a opéré des frappes et le ministre de la Défense du Haut-Karabakh a clairement expliqué que ces frappes devaient être menées parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la seule manière de stopper les attaques de roquettes azerbaïdjanaises et les attaques de missiles contre les villes et villages du Haut-Karabakh et contre les civils. Il n'y a pas de consensus d'un côté comme de l'autre sur la question de savoir qui est responsable de cette reprise des violences le 27 septembre. Vous avez fait une déclaration l'an dernier, votre ministre des Affaires étrangères en l'occurrence, que vous alliez préparer la population à la paix.
Or, ce n'est pas ce qu'on constate. J'aimerais comprendre dans quelle mesure vous vous sentez enhardi ou du moins poussé à agir parce que vous vous sentez peut-être soutenu par la Russie. Jusqu'à quel point cela influence-t-il certaines de vos décisions et de vos actions? La paix a toujours été notre premier et ultime objectif dès le jour de mon élection en tant que Premier ministre. J'ai dit que nous devions lutter pour trouver une solution qui soit acceptable pour le peuple de l'Arménie, celui du Haut-Karabakh et celui de l'Azerbaïdjan. Et je suis le premier dirigeant impliqué dans les négociations qui dit officiellement que toute solution devra être acceptable, également pour le peuple de l'autre camp. Tout le problème, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas accepté et n'accepte pas officiellement cette approche. Pour eux, la seule solution passe par le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh qui, une fois complètement nettoyé des Arméniens, passerait totalement sous contrôle azerbaïdjanais. C'est une menace de génocide. Aujourd'hui, des terroristes internationaux sont impliqués dans la mise en œuvre de ce génocide. Ils sont recrutés et transférés dans la région par la Turquie. Ils combattent aux côtés de l'Azerbaïdjan et cet état de fait a déjà été reconnu par des pays de la région et un certain nombre de pays européens. Donc je voudrais souligner que si nous voulons mettre un terme à la catastrophe humanitaire, si nous voulons éviter que ce conflit ne s'intensifie et ne s'étende, la communauté internationale doit afficher sa détermination et reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. La communauté internationale s'intéresse aussi à vos actions et on doit souligner qu'il y a des victimes civiles dans les deux camps. Il y a eu des morts en Azerbaïdjan du fait des actions que vous avez supervisées. Quelles mesures prenez-vous dans ce conflit pour essayer de limiter les souffrances des civils pris entre deux feux? Permettez-moi de revenir à votre question précédente. Il est très important de rapporter les choses de manière claire, de se demander qui a déclenché cette attaque. Et je crois que dans les médias internationaux et au sein de la communauté internationale, on dispose de suffisamment d'informations pour savoir que l'Arménie et le Haut-Karabakh ne pouvaient pas déclencher ce conflit, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'opération militaire à mener sur place. Notre tâche est politique. L'Azerbaïdjan, c'est celui qui, ces 15 derniers jours et dans les 15 jours précédant ce conflit, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Donc, dans les 15 jours précédant ce conflit, je réponds à votre question, si vous me laissez une minute. Dans les 15 ans qui ont précédé ce conflit, mais aussi dans les 15 derniers mois, semaines, jours et heures qui ont précédé ce conflit, l'Azerbaïdjan a constamment menacé de résoudre cette situation avec des moyens militaires. Ce n'est pas un secret. Analysons publiquement les déclarations faites par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Analysons publiquement la raison pour laquelle des terroristes ont été transférés vers l'Azerbaïdjan, vers la ligne de front. Et quel autre objectif peuvent bien avoir le recrutement de terroristes à l'étranger et le fait de les acheminer dans un autre pays? Si ce pays ne préparait pas une agression militaire, pourquoi l'Azerbaïdjan aurait-il autorisé des terroristes à être amenés sur son territoire? Mais nous pensons que ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est de stopper la violence. Et pour ce faire, l'Azerbaïdjan doit cesser ses attaques et bien sûr rétablir la paix dans la région. Et le meilleur moyen d'y parvenir, selon nous, c'est que la communauté internationale reconnaisse l'indépendance du Karabakh. Mais êtes-vous prêt à cesser le combat? Oui, évidemment. Mais cela ne veut pas dire que nous allons attendre, les laisser arriver et commettre un génocide à l'encontre de notre peuple. Nous n'avons attaqué personne. Nos actions et celles menées par le Karabakh représentent uniquement de l'autodéfense. Nous ne voulions pas et nous ne voulons pas tuer qui que ce soit. Notre seul objectif, c'est de protéger les Arméniens d'un autre génocide.
Notre objectif, c'est l'autodéfense. Qu'est-ce qui serait un règlement acceptable pour vous? Y a-t-il un autre moyen de résoudre ce conflit que par la violence? Notre position a toujours été celle-ci. La question du Karabakh ne peut pas trouver une issue par la violence. On ne peut pas obtenir de solution par la violence. Mais la stratégie de l'Azerbaïdjan a été de résoudre la question du Karabakh par la violence. L'Arménie a toujours été ouverte au compromis. L'Azerbaïdjan, c'est celui qui ne veut absolument pas de compromis. Ils ne veulent pas de compromis. La seule solution qu'ils ont, c'est de déplacer les Arméniens du Karabakh, alors qu'ils y ont toujours représenté plus de 80% de la population. De mener un nettoyage ethnique sur place et de faire en sorte que cette région soit débarrassée des Arméniens et que sa population soit non arménienne. Ces personnes ne peuvent pas abandonner les terres sur lesquelles elles se trouvent depuis des milliers d'années, simplement parce que l'Azerbaïdjan réclame qu'elles le fassent. Donc elles doivent se défendre et elles ont ce droit à l'autodéfense. Il n'y a pas d'autre objectif pour le Karabakh dans ce conflit que l'autodéfense. Monsieur le Premier ministre Nicol Pachinian, merci beaucoup pour cette interview. Comme nous l'avons vu, le groupe de Minsk, les Nations Unies et l'Union européenne ont tous appelé à un cessez-le-feu immédiat. Aucune des parties n'a baissé les armes. Le bilan continue de s'alourdir dans les deux camps. Retrouvez plus d'informations sur le conflit au Haut-Karabakh sur Euronews.